Bonjour les camarades, bonjour les collègues, bonjour les amis. Comme l'a dit Hélène, tout d'abord, effectivement, saluer la présence et la participation quasi identique en termes de nombre de l'année dernière pour cette seconde édition. Je crois que c'est important de comprendre l'enjeu qu'il y a effectivement à la fois prendre ces discussions de manière détendue, mais d'assumer quand même le moment politique dans lequel nous sommes et les responsabilités que ça nous donne, individuellement, collectivement, mais surtout comme organisation politique. Saluer la présence dans ce cadre de discussion, de débat pour l'intervention d'organisations révolutionnaires internationales, et en particulier des deux organisations argentines, du Novo Mas et du MST. Et évidemment, avec ce qui a été dit ici, concernant la Palestine, notre solidarité pleine et entière avec un des dirigeants du MST, Alejandro Bodar, qui pour antisémitisme, en réalité parce qu'ils ont soutenu le peuple palestinien contre la politique génocidaire de l'État d'Israël, ont été traités d'antisémites, poursuivis. Et nous tenons à exprimer notre totale solidarité avec cette organisation, avec ses dirigeants, qui ont remporté une première victoire, la relaxe, dans le cadre de ce procès, mais une décision qui n'est pas définitive et qui va faire un certain nombre d'appels. Oui, se serrer les coudes. Oui, prendre en main nos affaires. Souligner la nécessité de mettre au centre la lutte internationaliste, la lutte des classes. Aujourd'hui, de quoi discutent nos collègues ? Quelle est la préoccupation majoritaire des travailleurs et des travailleuses ? C'est celle de se poser le problème de comment remplir le caddie, comment arriver à la fin du mois en étant capable de donner à bouffer à ses enfants, payer son loyer. De janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, tous les prix de l'alimentation ont augmenté entre plus de 21% jusqu'à plus de 26%. C'est ça l'inflation. C'est ça les coûts qui sont aujourd'hui portés. La CGT disait en mai que 130 entreprises étaient touchées par des plans de licenciement, qui allaient toucher de manière directe ou indirecte entre 60 000 et 90 000 travailleurs et travailleuses. Plus de 9 millions de travailleurs sont touchés par le chômage. Non, plus de 9 millions de travailleurs et de travailleuses sont en dessous du seuil de pauvreté. Le SMIC est en dessous des 1 400 € nets. C'est ça qui préoccupe majoritairement les travailleurs et les travailleuses, la jeunesse. Alors on comprend qu'un certain milieu, qu'une partie du peuple de gauche, dans la jeunesse, dans un certain nombre de milieux, se pose la question du Premier ministre. Mais on va jouer à ce jeu qui a commencé depuis juillet jusqu'à quand ? Destitution, menace de destitution, quel va être le Premier ministre, la Première ministre ? Les directions syndicales qui se portent conseillers et conseillères. Ça va des directions traditionnelles comme Sophie Binet, dont comme l'expliquait Armel dans plusieurs interventions, on avait l'impression qu'elle postulait elle-même, la secrétaire générale de la CGT, au poste de Première ministre, mais même aussi des syndicats dits alternatifs, comme celui dans lequel je milite, Solidaire, où un des ex-co-délégués généraux, Simon Dutheil, tweetait qu'il était prêt à donner des conseils au nouveau Front Populaire de comment faire l'unité, comme il l'avait fait au moment des retraites. Surtout pas, Simon! Surtout pas, Simon! Ne donne aucun conseil d'unité de comment on a mené la bagarre sur les retraites. Oui, nous avons besoin d'unité de nos assemblées générales, de nos comités de grève, de nos grèves. Lucie Castet. Alors,
comme vous tous, je crois qu'il y a ici une seule personne dans cette tribune qui la connaissait avant cette situation. Énarque. Énarque, tout de suite, ça donne... Mais tu te dis, bon, bah, c'est pas super étonnant. Haute fonctionnaire. Ça présente bien. Candidate du Parti Socialiste. Toujours la bonne case. Et tu regardes, elle a été conseillère économique d'Hidalgo. Au cabinet d'Hidalgo. Ce mini-gouvernement parisien qui est incapable de faire juste front à la politique de Macron lorsqu'il s'agit d'augmenter le nombre d'heures des travailleurs et des travailleurs territoriaux de la mairie de Paris. Cette même Hidalgo et ce même gouvernement mini à l'échelle parisienne d'unité de la gauche, sans la FI, incapable de parler de discrimination tous les jours, mais incapable de défendre 2 salariés, veilleurs de nuit, Bruno et Ibrahima, qui, parce que ils ont refusé de se faire insulter par des propos racistes, en leur disant que parce que noirs ils étaient feignants et parce qu'ils ont osé répliquer, sont menacés d'une mise à pied et d'une suspension de 10 à 12 mois. Et que dans un premier temps, la révocation était demandée. Cette Lucie Castet qui n'arrive pas à imposer à Hidalgo le respect d'une politique non raciste dans la ville, c'est elle qui va imposer à Macron quoi que ce soit? À la bourgeoisie qui soutient Macron quoi que ce soit? Alors, ce n'est pas dans nos habitudes de dire aux militants ouvriers du PCF ou de la France insoumise, aux jeunes qui se disent « et pourquoi pas aller voter quand même ?» d'avoir ces illusions institutionnelles. Mais sortons de cette impasse. Ou à minima, montrez-nous que vous avez une autre jambe que celle des institutions. Il va falloir mettre en centre la grève générale. La question de l'arrêt, de la mise à l'arrêt du pays est la question centrale. Et elle est moins compliquée que de mettre des ministres de l'AFI dans un gouvernement. Oui, comme on le disait à ce début de meeting, comme on l'a dit au moment des retraites en 2019, 2020 et 2023, ce que nous voulons, c'est la grève générale. Ce que nous voulons, c'est que notre classe, notre camp, reprennent les armes qui sont les siennes, celles qu'ils font qu'ils défendent leurs intérêts, qui sont indissociablement contradictoires de ceux de la bourgeoisie, des capitalistes. Et pour cela, il faut reprendre le chemin des mobilisations. Alors, dans ce cadre-là, rien n'est spontané, rien n'est facile. Le rapport de force est y compris défavorable. Mais c'est dans ce sens qu'on a des responsabilités. Tous et toutes, les militants ouvriers, les travailleurs et les travailleuses qui subissent l'offensive de la bourgeoisie et des capitalistes. Il va falloir prendre en main nos affaires, se regrouper, mettre au centre la lutte des classes, mettre au centre la bagarre. J'ai lu dans le Figaro aujourd'hui que Sophie Binet envisage la possibilité d'une mobilisation fin septembre et début octobre. Il faut qu'on œuvre à ce regroupement de travailleurs et de travailleuses dans lequel on discute de la nécessité d'imposer un rapport de force, de bloquer le pays, de mettre à l'arrêt l'économie. C'est comme ça qu'on leur mettra la pression. Mais ça veut dire aussi que nous, en tant que militants révolutionnaires, on a des responsabilités. Le débat qu'on a eu avec les camarades de lutte ouvrière, et regardez le live pour tous ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Le débat, il n'est pas de savoir si on veut pas discuter des divergences. Discutons des divergences. Oui, c'est un impérialisme, la Chine. Oui, c'est un impérialisme, la Russie. Oui, il y a des rivalités inter-impérialistes. Et oui, nous combattrons aujourd'hui et nous exigeons le retrait des troupes russes d'Ukraine, tout comme nous demandons le retrait des troupes de l'OTAN de toute l'Europe de l'Est. Mais ces divergences ne peuvent être l'élément central, encore moins
lorsque tu discutes en fait d'une possibilité de conflit. Responsabilité des révolutionnaires à faire front, à frapper ensemble. On ne serait pas aujourd'hui capable. Et il y a en fait, c'est un acquis pour le futur. Il y a une organisation petite, mais qui assume pleinement, dans tous ses secteurs, sur toutes ses villes, au sein de sa direction, le fait de donner comme perspective stratégique la question de l'unité des révolutionnaires. Ce pôle des révolutionnaires, en France et au niveau international. Nous ne pourrions pas aujourd'hui, parce que certains Rubicons ont été franchis, je suis désolé. La politique menée au moment de la campagne des législatives par nos anciens camarades, autour d'Olivier Besancenot et de Philippe Poutou, est une politique qui en fait a renoncé à mettre au centre la question de la lutte des classes, a renoncé à mettre au centre la question du pouvoir des travailleurs et des travailleuses. Mais aujourd'hui, avec nos camarades du Parti des travailleurs, avec les camarades de Révolution permanente, de lutte ouvrière, nous devrions prendre des initiatives, y compris dans les semaines qui viennent, pour le dire avec force et détermination. Nous ne pouvons compter que sur nos forces. Tout ce qu'a obtenu la classe ouvrière, elle a obtenu au travers de ses grèves, de ses mobilisations. Nous n'avons rien à gagner derrière un drapeau, une nation qui défend les intérêts d'une minorité de capitalistes, ici et en semant la guerre partout dans le monde. On ne pourrait pas le dire de manière commune? Évidemment que oui. Ça ne changerait pas les choses. Bien sûr que ça permettrait de donner confiance, de donner de la force. À la hauteur de ce qu'il faudrait pour remporter une victoire face à la bourgeoisie, sûrement pas. Mais est-ce que ça permettrait de redonner confiance? De sortir de la logique et de l'impasse institutionnelle, électorale? Des raccourcis? Évidemment que oui. Il faut prendre ses responsabilités, mener cette politique de manière offensive. Et il y a aujourd'hui une organisation qui est prête à mener cette politique. Et cette politique, nous sommes pour la mener à une échelle internationale. C'est pour ça qu'on salue et que dès le début de ces RER, la question internationale a été essentielle, évidemment, avec les groupes qui nous sont les plus proches. Parce qu'on veut, de la même manière, être en capacité d'avoir une force d'entraînement qui permette de discuter, de se lier à d'autres. Mais ce qu'on a fait avec les camarades de Lotta Comunista, l'impulsion qui a été faite par les camarades du PCL et d'autres organisations italiennes, dont Lotta Comunista, avec les conférences de Milan, sont des éléments essentiels. Nous avons un certain nombre de désaccords importants avec les camarades de Lotta Comunista. Mais qu'est-ce qui nous importe? C'est cette volonté de comprendre les enjeux de la période, de les discuter et d'intervenir. Et effectivement, on pense aussi que dans nos responsabilités et dans les politiques que nous voulons mener, le fait de permettre que ces conférences qui ont eu lieu en Italie et à Milan puissent se mener en juin ou juillet prochain à Paris, c'est aussi un élément essentiel dans le regroupement. La question du pôle des révolutionnaires, en France et au niveau international, est une question centrale. Et ne pas comprendre que notre organisation permet aujourd'hui de faire des pas de géant à l'échelle de ce que nous sommes, c'est en réalité ne pas comprendre qu'aujourd'hui, en fait, ces pas sont en train d'être menés pas juste dans des textes, pas juste à l'oral, mais de manière concrète, comme l'organisation que nous avons construite. Et je termine donc avec ça. L'organisation qu'on construit, aucune honte, fierté immense, mais de savoir aussi des limites et des difficultés. Oui, il faut construire des organisations révolutionnaires. Nous continuons à le dire autour de nous, à nos milieux, à nos collègues. Rejoignez les idées révolutionnaires, communistes et internationalistes. Mais rejoignez aussi une organisation qui porte un projet et qui porte ce projet de recomposition. Je crois que c'est les camarades de Lille qui avaient sorti une petite carte postale d'une citation de Rosa Luxembourg.
J'ai un petit t-shirt, hein, c'est pense bête, mais comme ça tout le monde peut le voir aussi. Hein? La citation, elle est évidemment essentielle. Avant qu'une révolution arrive, elle est perçue comme impossible. Après cela, elle est considérée comme inévitable. Être communiste et révolutionnaire, être communiste et internationaliste, c'est construire un parti révolutionnaire qui participe à rendre inévitable ce qui paraît impossible.